Imagine rir das piadas dos seus melhores amigos na tela, e depois nunca mais falar com eles. A Era de Ouro de Hollywood não era apenas sonhos em Technicolor e estreias brilhantes, era uma panela de pressão de ambição, ciúme e escândalos de bastidores que obliteraram laços outrora inquebráveis. Por trás da cortina de camaradagem, estrelas apunhalavam confidentes pelas costas, roubavam amantes e usavam segredos como armas, tudo enquanto sorriam para as câmeras. Estas não eram apenas rivalidades. Eram traições de nível nuclear que transformavam almas gêmeas em estranhos. Veja como as amizades mais brilhantes de Tinseltown implodiram para sempre. Dean Martin e Jerry Lewis. Sob as luzes brilhantes da América do pós-guerra, Dean Martin e Jerry Lewis transformaram palcos de boates em trampolins para um império da comédia que dominou tanto o rádio quanto o cinema. Desde o primeiro encontro no 500 Club de Atlantic City em 1946, até o lançamento de seu filme de estreia, My Friend Irma, em 1949, a dupla produziu 16 filmes e inúmeras transmissões de rádio, arrecadando mais de 100 milhões de dólares nas bilheterias até meados da década de 50. Seu estilo de slapstick enérgico, o frescor lacônico de Martin em contraponto às travessuras frenéticas de Lewis, tornou-se o modelo para equipes de comédia futuras. Nos bastidores, no entanto, as tensões ferviam. Em 1953, cada um comandava salários na faixa de 25 mil dólares por semana, no programa de televisão Colgate Comedy Hour, mas o controle criativo permanecia firmemente nas mãos de Lewis. Os roteiros eram moldados para exibir suas quedas cômicas exageradas. Os vocais suaves de Martin e seu estilo impassível corriam o risco de se tornarem meros intervalos entre as piadas. Quando Lewis insistiu em reescrever sequências inteiras para a comédia musical de 1955, Living It Up, Martin se irritou com o desequilíbrio. A ruptura aconteceu no dia 25 de julho de 1956, quando Lewis emitiu um breve comunicado de imprensa anunciando que Jerry Lewis não está mais trabalhando com Dean Martin. Martin soube da separação, não pelo parceiro, mas pelas manchetes dos jornais. Os conhecedores da indústria ainda se lembram do silêncio atordoado na Paramount. 2 ícones evaporaram da noite para o dia. As consequências foram imediatas. Martin embarcou em uma carreira solo como cantor, alcançando hits no topo das paradas como That's Amor. Enquanto isso, Lewis construiu um império televisivo com The Jerry Lewis Show e mais tarde tornou-se diretor com O Professor Aloprado. Por 2 décadas, a dupla manteve silêncio absoluto. Convites ocasionais para se reunirem, mais notavelmente no Friars Club Roast de 1976 de Lewis, terminaram com aplausos educados em vez de uma reconciliação genuína. Mas quando finalmente dividiram o palco em 19 de maio de 1976, foi para uma teleton de arrecadação de fundos, e a conversa diante das câmeras pareceu ensaiada em vez de espontânea. A risada característica de Martin permaneceu, mas a química fácil dos seus dias de glória havia desaparecido. Quando Lewis reconheceu publicamente a morte de Martin em 1995, o mundo se lembrava de uma parceria tão explosiva quanto efêmera, um ato que definiu uma era, mas não sobreviveu ao próprio sucesso. A história da dupla de comédia é um testemunho de como até os laços mais próximos podem se romper sob o peso da fama e da ambição criativa. Frank Sinatra e Peter Lawford. Em meados da década de 1950, o Rat Pack passou a simbolizar uma era de ostentação sofisticada, com seus membros unidos por lealdade, indulgências compartilhadas e escapadas que rendiam manchetes em Las Vegas. No centro estava Frank Sinatra, a voz de uma geração, e Peter Lawford, seu simpático cunhado e o enviado diplomático do grupo. A amizade deles começou nos bastidores de Hollywood e se consolidou em 1954, quando Lawford se casou com Patricia Kennedy, irmã do senador John F. Kennedy. Sinatra aproveitou essa conexão para sediar luxuosos eventos de arrecadação de fundos pré-eleitorais em sua propriedade em Palm Springs. Essas festas arrecadaram mais de 400 mil dólares para a campanha presidencial de 1960 de Kennedy, colocando Sinatra no papel de criador de reis políticos. Porém, atrás das cortinas de veludo, sussurros circulavam sobre os laços de Sinatra com o crime organizado, figuras que forneceram dinheiro e força para o início da carreira de Sinatra. Quando Kennedy, receoso de publicidade negativa, cancelou uma estadia planejada na casa de Sinatra apenas semanas antes da posse, Lawford tornou-se o mensageiro das más notícias. Sinatra viu o cancelamento como uma traição pessoal. Em janeiro de 1962, durante as filmagens de For, Texas, Sinatra ordenou o corte das cenas de Lawford e publicamente o baniu do Rat Pack. Notas de produção do set confirmaram que o papel de Lawford foi reduzido em mais de 40%, com substitutos usados para preencher sua ausência em tomadas importantes. O corte final chegou aos cinemas sem um único close-up de Lawford. A carreira de Lawford nunca se recuperou. Outrora um ator principal em ascensão com sucessos de bilheteria como Good News e Act of Violence, ele se viu marginalizado pela elite de Hollywood.
68. Son divorce de Patricia en 1966 l'isola davantage du cercle des Kennedy, rompant les derniers liens avec le monde de Sinatra. Pendant ce temps, Sinatra continuait à se produire à guichet fermé au Caesar Palace, gagnant plus de $100 000 par nuit et consolidant son statut de All Blue Eyes. Des décennies passèrent sans commentaire public de part et d'autre. Lawford se tourna vers des rôles d'invité à la télévision et dirigea des épisodes du FBI, tandis que la légende de Sinatra ne faisait que croître avec des albums comme Strangers in the Night. En 1984, une brève réunion au Friars Club Roast a laissé entrevoir une possible détente, mais l'étincelle n'a jamais pris. Lorsque Lawford est mort en 1984, les nécrologies ont seulement noté qu'il avait été membre du Rat Pack. Aucune mention de la rupture qui avait défini ces dernières années. Orson Welles et John Houseman. Lorsque Citizen Kane a été présenté en première en mai 1941, cela a marqué non seulement un tournant décisif dans la technique cinématographique, mais aussi l'apogée publique d'un partenariat qui avait commencé sur scène. Orson Welles et John Houseman avaient uni leurs forces en 1937 pour fonder le Mercury Theatre, une compagnie de théâtre de répertoire qui a étonné New York avec sa production de Jules César en costume moderne, puis a choqué la nation avec la célèbre diffusion de La Guerre des Mondes. Welles a réalisé, joué et coécrit. Houseman a produit, géré les finances et fourni des conseils éditoriaux. Malgré leur triomphe partagé, des tensions liées à la reconnaissance créative bouillonnaient sous la surface. Les révisions minutieuses du script par Houseman pour Citizen Kane, ajoutant des couches de satire politique et d'innovation structurelle, sont restées non reconnues lorsque Welles a insisté pour obtenir le seul crédit de scénariste aux côtés de Herman J. Mankiewicz. Les mémos du studio de RKO révèlent la consternation de Houseman. Un mémo daté de février 1940 indique « Houseman se sent méprisé par l'absence de ligne de crédit ». Welles a rétorqué qu'il avait lui seul conçu le récit non linéaire et le motif Rosebud. La brèche s'est élargie lors de la post-production. Houseman a quitté RKO à la fin de 1941 pour se consacrer à la radio et au théâtre, tandis que Welles restait pour monter Les Magnifiques Zamberson sous l'ingérence du studio. Les mémoires de Houseman, Run Through. Un mémoire publié en 1972 raconte des pics amers sur l'ego de Welles et décrit leur dernière rencontre comme un adieu qui n'en était pas un. Les propres entrées de journal de Welles de 1942 découvertes dans les archives de l'Université du Michigan déplorent l'incapacité de Houseman à voir le tableau d'ensemble. Ils n'ont jamais collaboré de nouveau. Houseman a ensuite cofondé la division de théâtre chez CBS et plus tard a remporté un Oscar pour avoir produit The Paper Chase en 1973. Welles, quant à lui, a eu du mal à financer ses propres projets, oscillant entre triomphes théâtraux et échecs au box-office. Ni l'un ni l'autre n'a tendu une branche d'olivier. Les biographes notent une avoidance mutuelle qui a duré jusqu'à la mort de Houseman en 1988. Elizabeth Taylor et Debbie Reynolds. Dans la brume dorée d'Hollywood des années 1950, Elizabeth Taylor et Debbie Reynolds brillaient comme des incarnations du glamour des sirènes de l'écran et du charme sain de la fille d'à côté. Leur amitié a pris feu sur le plateau de Three Little Words en 1950, où les yeux violets de Taylor et le sourire rayonnant de Reynolds se complétaient dans un hommage musical aux auteurs-compositeurs de Broadway. Les agents de presse les ont couronnés comme les chéris de l'Amérique, et les magazines de fans ont publié des couvertures communes, célébrant un lien qui semblait indestructible. Sous le vernis, les vies personnelles devenaient de plus en plus entremêlées. Reynolds a épousé le chanteur Eddie Fisher en 1955, tandis que les idylles de Taylor l'ont mené à 3 mariages d'ici la fin de la décennie. Lorsque Fisher et Taylor furent réunis dans le film de 1957, La fille qui avait tout, la chimie à l'écran s'est prolongée dans la vie réelle. Fisher, déjà père de 2 enfants, commença à courtiser Taylor lors des tournées promotionnelles. La correspondance des studios des archives de MGM montre le chagrin de Reynolds. Une lettre à son agent en juin 1958 déplorait « Je me sens idiote d'avoir fait confiance à Eddie ». Le scandale a éclaté le 16 février 1959, lorsque Taylor et Fisher ont annoncé leur fiançailles, seulement 6 mois après la mort du mari de Taylor, Mike Todd, dans un accident d'avion. Le public a réagi avec choc et indignation morale. Des lettres de fans ont inondé MGM demandant des explications, et Reynolds a fait face à des menaces d'admirateurs et conduits. La carrière de Fisher en a souffert. Ses disques et apparitions à la télévision ont diminué, alors que les sponsors prenaient leur distance. Taylor et Reynolds ne se sont pas parlé pendant près de 5 décennies. Dans des interviews occasionnelles, Taylor exprimait des regrets concernant le moment, tandis que Reynolds maintenait un silence digne. Ce n'est qu'à la suite d'une rencontre fortuite lors d'un gala de charité à Hollywood en 2001 que les 2 femmes se serrèrent la main avec hésitation, bien qu'elles n'aient jamais retrouvé leur proximité d'autrefois. Nous,
Tous deux ont plus tard reconnu la complexité de l'amour et de la loyauté dans une industrie où les mondes personnels et professionnels se chevauchent. Judy Garland et Mickey Rooney. Un seul lot du backlot de la MGM séparait l'ascension fulgurante de Judy Garland et les pressions incessantes qui ont presque brisé son esprit. Et c'est Mickey Rooney qui, pendant des années, a occupé la place à ses côtés. Découverte à l'âge de 13 ans, Garland est devenue l'incarnation d'Hollywood de la vulnérabilité dans Le Magicien d'Oz, tandis que Rooney, son aîné de 10 ans, éblouissait le public dans la série Andy Hardy. Ensemble, ils ont été les têtes d'affiche de 6 films entre 1938 et 1942. Leur alchimie à l'écran a alimenté des recettes au box-office dépassant 20 millions de dollars pendant les restrictions de guerre. Hors caméra, Garland luttait sous le régime de fer imposé par MGM. Les archives du studio révèlent qu'elle était souvent contrainte à des horaires de tournage épuisants, allant jusqu'à 18 heures par jour, malgré sa frêle constitution et son épuisement chronique. Rooney, quant à lui, jouissait d'une liberté totale en tant que chouchou de MGM, avec un contrat qui lui rapportait 1000 dollars par semaine contre 500 pour Garland. Il a séduit les dirigeants pour obtenir des charges de travail réduites et de meilleurs scénarios, laissant Garland porter le poids des numéros musicaux et des scènes dramatiques consécutives. Les tensions ont culminé en 1941 lorsque la santé de Garland a vacillé pendant le tournage de Strike Up the Band. Elle s'est effondrée sur le plateau, incitant les médecins du studio à prescrire des amphétamines et des barbituriques pour la maintenir debout. Rooney aurait apparemment qualifié son effondrement de mélodrame, une attitude que le biographe de Garland, John Frick, attribue à sa jalousie de la reconnaissance vocale de cette dernière. Les mémos du studio, de février 1941, notent le refus de Rooney de remplacer Garland lors des reprises, la forçant à tourner à nouveau des séquences de danse éprouvantes seule. Leur amitié s'est effritée discrètement. Au moment où le tournage de Girl Crazy s'est terminé à la fin de 1943, Rooney était passé au statut de star solo dans National Velvet, tandis que Garland entrait dans un cycle d'hospitalisation et de pause. Elle se souvient plus tard dans ses mémoires de 1967, Get Happy, que Rooney ne demandait jamais comment j'allais. Il était trop occupé à être le garçon que tout le monde adorait. Rooney, à son tour, a décrit les effondrements de Garland comme juste une partie du showbiz, révélant un gouffre entre sa bravade insouciante et sa résilience fragile. Les retrouvailles dans les années 1960 se révélèrent gênantes. Lorsque MGM organisa un hommage pour le 25e anniversaire en 1964, Rooney échangea des signes de tête polis avec Garland, qui était maintenant en tête d'affiche de spectacles de cabaret et luttait contre la dépendance. Pas d'anecdotes partagées, pas de chaleureuses accolades, juste deux artistes autrefois inséparables, désormais liés par des regrets silencieux. Gene Kelly et Stanley Donen. Peu de collaboration dans l'histoire d'Hollywood égale s'éclat dynamique du partenariat entre Gene Kelly et Stanley Donen, qui a redéfini la comédie musicale au cinéma. En commençant comme assistant chorégraphe de Kelly sur For Me and My Gal, Donen a rapidement prouvé son savoir-faire, co-réalisant On the Town et chorégraphiant les routines athlétiques de Kelly. Ensemble, ils ont conçu Singin' in the Rain, un film qui a rapporté 7 millions de dollars américains au niveau national lors de sa sortie initiale et reste une référence culturelle. Derrière les numéros de danse éblouissants se cachait une lutte pour l'autorité. Le statut de star de Kelly lui accordait des crédits de producteur et des droits de veto créatif. Donen, âgé de seulement 27 ans lorsque On the Town a été présenté, se retrouvait marginalisé malgré ses fonctions de co-réalisateur. Les documents de studio des archives de MGM montrent Donen luttant pour obtenir une égalité de crédit sur It's Always Fair Weather, une comédie musicale qui n'a pas réussi avec 4 millions de dollars de recettes au box-office. Kelly, se sentant menacé, insista pour obtenir le crédit de réalisateur unique, reléguant Donen au statut de réalisateur associé. Les journaux de production détaillent des tensions croissantes. Les mouvements de caméra innovants de Donen se heurtaient à l'insistance de Kelly sur les cadrages traditionnels. Lors d'une répétition sous la pluie pour la chanson-titre de Fairweather, Donen a proposé un plan séquence. Kelly l'a rejeté, invoquant les règles syndicales. La frustration de Donen a augmenté lorsque Kelly a refusé de créditer ses contributions à l'histoire, poussant Donen à quitter le plateau pendant 48 heures en juin 1954. Après la fin de Fairweather, Donen quitta MGM pour co-réaliser Les 7 femmes de Barberousse en 1954 chez Columbia, qui rapporta 12 millions de dollars et obtint une nomination aux Oscars pour la meilleure musique. Kelly est resté à MGM, jouant dans Brigadoon et réalisant plus tard Invitation to the Dance. Leur séparation professionnelle devint définitive. Ils n'échangèrent aucune correspondance, et Donen décrivit plus tard leur partenariat comme un mariage qui n'a jamais appris à faire des compromis. Lorsque Chantons sous la pluie a été réédité en 1970, Kelly et Donen n'ont fait aucune apparition ensemble. L'autobiographie de Kelly de 1985 omet toute mention du rôle de Donen au-delà de la chorégraphie. Donen, dans des interviews pour le documentaire de 2002, Broadway to Hollywood, a parlé de l'ego inflexible de Kelly, mais s'est abstenu de récriminations personnelles. Clark Gable.
et Spencer Tracy. Deux des plus grands premiers rôles d'Hollywood ont trouvé une camaraderie à la fois à l'écran et en dehors. Clark Gable, le roi d'Hollywood, et Spencer Tracy, l'acteur des acteurs, dont la gravité a ancré des films de Captains courageux en 1937 à Devine, qui vient dîner en 1967. Leur amitié, fondée sur un respect mutuel et des retraites de pêche partagées le long de la côte centrale de la Californie, s'étendit de la fin des années 1930 aux années 1950. Pourtant, lorsque la chasse aux sorcières communistes a englouti Hollywood à la fin des années 1940, des dissensions idéologiques ont émergé. Tracy, connu pour son boussole morale tranquille, a apporté son soutien aux scénaristes sur liste noire comme Dalton Trumbo, en acheminant secrètement des paiements pour préserver leur subsistance. Des archives de fichiers du FBI confirment l'implication de Tracy dans des dîners de levée de fonds discrets, amassant plus de 50 000 $ pour les talents sur liste noire entre 1948 et 1952. Pendant ce temps, Gable a signé l'engagement anticommuniste de la Motion Picture Alliance et s'est publiquement distancé de collègues qualifiés de subversifs. Leur premier désaccord public a eu lieu lors d'un déjeuner à Beverly Hills en 1951. Les témoins se souviennent de Tracy confrontant Gable au sujet de son silence sur la liste noire pour recevoir en réponse un bref « Je ne suis pas un cœur saignant, Spence ». Les correspondances des studios révèlent la crainte de Gable que l'association avec des sympathisants communistes ternisse son image virile et mette en péril les recettes au box-office. Les films de Gable rapportaient encore en moyenne 3 millions de $ par sortie à l'époque. Après ce déjeuner, les deux hommes ne se parlaient que lorsque leur contrat l'exigeait. Leur dernier film ensemble, Boomtown en 1940, a vu sa tournée de presse éclipsée par un froid tacite. Les journalistes ont noté l'évitement de Gable envers Tracy lors des interviews. La mort de Tracy en 1967 est restée sans reconnaissance de la part de Gable au-delà d'un télégramme de pure forme, et le décès de Gable 2 ans plus tard a mis fin à un chapitre d'une amitié brisée par la politique. Olivia de Havilland et Joan Fontaine. La rivalité fraternelle a atteint son apogée le plus amer dans la relation entre Olivia de Havilland et sa jeune sœur, Joan Fontaine, deux actrices dont les ascensions simultanées dans le système des studios hollywoodiens des années 1930 semblaient destinées à susciter une fierté mutuelle. Au lieu de cela, leurs carrières sont devenues un jeu à somme nulle. La révélation de Fontaine dans Rebecca d'Alfred Hitchcock en 1940 lui a valu un Oscar, tandis que la performance de Havilland dans Autant en emporte le vent en 1939 a fait d'elle l'une des stars les plus rentables de l'époque. Lorsque toutes deux ont été nommées pour le prix de la meilleure actrice en 1942, Fontaine pour Suspicion et de Havilland pour Old Back the Dun, la tension a éclaté. Des télégrammes de studio de RKO décrivaient de Havilland comme visiblement furieuse en apprenant que Fontaine avait gagné. Leur querelle s'étendait au-delà des Oscars. Fontaine plaisanta publiquement en 1943 que de Havilland n'avait jamais appris à être aimable, tandis que de Havilland se référait à sa sœur comme « l'autre » dans des lettres privées. Le biographe Donald Spoto a découvert une entrée de journal de 1944 dans laquelle Fontaine qualifiait la présence scénique de Havilland de froide comme la glace. Les invitations aux réunions de famille ont cessé après 1945 et les sœurs ne communiquaient que par intermédiaire. Malgré une longévité exceptionnelle, Fontaine jusqu'en 2013 et de Havilland jusqu'en 2020, elles ne se sont jamais réconciliées. En 1975, une offre de participation conjointe pour une rétrospective Turner Classic Movies a été refusée par les deux, chacune évoquant des conflits d'horaires. Les mémoires de Fontaine de 1978, No Bed of Roses, ne mentionnent pas de Havilland, tandis que l'autobiographie de Havilland, Every Frenchman Has One, consacre un seul paragraphe désobligeant à la carrière de Fontaine. Bette Davis et Joan Crawford. Bien avant que Katie l'arrivée à Baby Jane ne scelle leur inimitié, Bette Davis et Joan Crawford tournaient l'une autour de l'autre dans l'univers d'Hollywood comme des boxeuses méfiantes. Davis, lauréate de 2 Oscars d'ici 1945, était connue pour ses interprétations audacieuses de femmes imparfaites, tandis que Crawford était passée de jeune ingénue de l'ère du muet à la star la mieux payée de MGM au début des années 1950. Leur affrontement a éclaté sur le plateau de The Star, où Davis aurait refusé de parler à Crawford entre les prises, une guerre froide documentée dans des notes sur le tournage déposé chez Warner Brothers. En 1962, la tension a atteint son paroxysme. Le producteur Robert Aldrich a engagé les deux actrices pour Baby Jane, comptant sur la rivalité pour doper l'audience au box-office. Davis a négocié un salaire de $100 000, plus 10% des recettes brutes. Crawford a obtenu $70 000 sans points sur les bénéfices. Les recettes au box-office ont validé le pari, avec des gains domestiques dépassant $9 millions la première année. Pourtant, hors écran, le duo échangeait des piques. Les membres de l'équipe se souviennent de Crawford glissant des notes caustiques dans le miroir de la loge de Davis. « Regarde ce visage, Bette. Il pourrait se fissurer. » Davis a riposté en organisant des incidents de garde-robe. «
assurant que les costumes de Crawford arrivaient mal ajustés pour les photos publicitaires clés. À la première du film à Los Angeles le 21 septembre 1962, elles ont partagé un moment sur le tapis rouge immortalisé dans les colonnes de Potin. Davis, drapé de velours noir, refusait de regarder Crawford, qui se tenait prête en satin ivoire. Les paparazzi ont pris des dizaines de photos, capturant chacune leur distance glaciale. Crawford a plus tard affirmé dans ses mémoires de 1973, ma façon de vivre, que Davis voulait briser mon esprit, tandis que le biographe de Davis, Whitney Stein, cite une lettre privée dans laquelle Davis décrivait Crawford comme un serpent glissant en soi. La rivalité a dépassé Baby Jane. Lorsque Crawford a lancé sa série télévisée The Secret Storm en 1964, Davis a publiquement rejeté le média comme étant un pauvre substitut pour le vrai jeu d'acteur. Crawford a répondu en assistant à la première de Davis à Broadway de The World of Carl Sandburg, puis en refusant d'applaudir. Leurs affronts mutuels sont devenus légendaires à Hollywood, répétés dans des interviews, des rubriques de Potin, et plus tard dans d'innombrables rétrospectives sur les scandales de l'âge d'or. Malgré les invitations à se réconcilier, les propositions d'apparaître ensemble dans des talk-shows et des émissions spéciales de retrouvailles, les deux femmes ont refusé. Davis est décédé en 1989, Crawford en 1977. À l'enterrement de Crawford, Davis a envoyé une couronne avec l'inscription « À une véritable rivale, une dernière pique qui épitomait leur compétition de toute une vie ». Même dans la mort, les deux icônes restaient enfermées dans l'étreinte antagoniste qui avait défini leur carrière, Mary Pickford et Lillian Gish. Peu d'alliances dans le Hollywood des débuts portaient autant de poids que le partenariat entre Mary Pickford et Lillian Gish. Pickford, la chérie de l'Amérique, a cofondé United Artists en 1919 avec Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks et D.W. Griffith, accordant aux acteurs un contrôle créatif inédit. La muse de Griffith, depuis naissance d'une nation, devint une pierre angulaire du répertoire des studios, ses performances éthérées dans des films comme À la hauteur de l'Est lui rapportant $2 500 par semaine au milieu des années 1920. Leur amitié s'est étendue au-delà du studio. Elles passaient des vacances ensemble à Carmel, partageaient des idées de scénario et assistaient aux somptueuses fêtes de studio en tant qu'invitées l'une de l'autre. Mais en 1925, Gish est devenu agité sous la direction exécutive de Pickford. MGM, sous Louis B. Mayer, a proposé un contrat offrant à Gish $4 000 par semaine, plus une participation aux bénéfices sur des films comme La Bohème. La correspondance du studio révèle la surprise de Pickford en recevant la notification de Gish. Un télégramme daté du 3 juillet 1925 indique « Lillian a accepté les conditions de MGM. Je ne l'avais jamais vu venir. Le départ de Gish a fracturé la famille d'United Artists. » La réponse de Pickford fut rapide et publique. Elle retira Gish de la liste de paix du studio, cessa tout soutien promotionnel pour ses films et ordonna au département de publicité de United Artists d'ignorer les premières de films de Gish. Les initiés de l'industrie se souviennent de la remarque froide de Pickford lors d'un déjeuner en 1926. Lillian a choisi l'or plutôt que la gratitude. Gish, quant à elle, s'est sentie trahie par une amie qu'elle considérait comme un mentor, écrivant dans ses mémoires de 1953. « Le cinéma, Monsieur Griffith et moi. Je pensais que notre lien était plus fort que n'importe quel contrat. La brèche a persisté, même si la carrière des deux femmes a évolué. » La transition de Pickford vers le cinéma parlant a échoué, et, en 1933, elle a vendu ses actions de United Artists. Gish, quant à elle, a maintenu son personnage de l'écran muet dans les films parlants, et plus tard au théâtre, recevant des éloges dans La Nuit du Chasseur. Elles ne se sont jamais parlé, ni lors de cérémonies de remise de prix, ni lors de galas de charité, où elles étaient honorées. En 1976, lorsque l'American Film Institute a reconnu les contributions de Pickford, Gish a été invité mais a décliné, invoquant des déférences irréconciliables. Dans des lettres archivées à la bibliothèque Margaret Herrick, la correspondance entre Pickford et Gish a cessé brusquement en 1925. Aucune excuse, aucune explication. Seulement le silence de deux pionnières dont les rêves partagés se sont dissous sous le poids de l'ambition et des opportunités. Leur éloignement témoigne de la façon dont les décisions commerciales peuvent rompre les liens personnels, même parmi les plus grandes stars d'Hollywood, Lana Turner et Ava Gardner. Dans l'été étouffant de 1946, Lana Turner et Ava Gardner semblaient inséparables. Toutes deux sous contrat avec MGM, elles partageaient les confidences dans les loges et les week-ends ensoleillés à Palm Springs. Turner, fraîchement sorti de son succès dans The Postman, toujours sonné 2 fois, était sur le point de devenir une superstar. Gardner, 5 ans plus jeune, était déjà présenté comme la prochaine grande sirène du studio. Leur rire résonnait dans les couloirs dorés du studio et les magazines de fans publiaient des profils côte à côte louant leur amitié. Pourtant, sous la surface, les vies personnelles devenaient T.
enchevêtré. Le mariage de Turner avec le chef d'orchestre Artie Shaw, célébré en mars 1946, l'a rapproché du cercle d'Ava Gardner, jusqu'à ce que Shaw soit attiré par le charisme terre-à-terre de Gardner lors d'une tournée publicitaire conjointe. En août, des murmures d'une liaison clandestine ont fait surface dans les colonnes de potins hollywoodiens. Shaw et Gardner furent aperçus dans des bungalows discrets, leurs noms cachés sous de fausses identités. Turner, enceinte de 8 mois, a appris la liaison lorsqu'un tabloïd a exposé le nom de Gardner aux côtés de celui de Shaw dans un article scandaleux. Le département de publicité de MGM s'est empressé de contenir les retombées. L'image de Turner, la fille que vous aimeriez épouser, entrait en collision désastreuse avec les gros titres. Shaw a publié un démenti à la hâte, puis a discrètement demandé le divorce en octobre 1946. Pendant ce temps, Gardner a été suspendu sans salaire pendant 6 semaines, une punition qui lui a coûté 15 000 $ de salaire et l'a vu rétrograder des rôles principaux à des petits rôles. Le studio a orchestré une tournée de réconciliation publique pour Turner avec son partenaire John Garfield, tentant de renforcer sa réputation, tandis que Gardner était prêté à de plus petits studios. Hors écran, la rupture était définitive. Turner a refusé d'assister à la première de Gardner de The Hucksters, et Gardner n'a jamais reçu d'invitation au baptême du premier enfant de Turner. Dans une rare interview de 1950, Turner a simplement admis que « les amis blessés laissent les cicatrices les plus profondes ». Gardner, dans son autobiographie de 1990, a décrit l'épisode comme « une trahison qui a tout changé », notant que les deux femmes sont devenues des fantômes l'une pour l'autre du jour au lendemain. Leurs carrières ont divergé. Turner a poursuivi sa carrière en tant que vedette dans Peyton Place et a obtenu une nomination aux Oscars pour Imitation of Life, tandis que Gardner a été acclamé dans Les Tueurs et plus tard dans Mogambo, remportant elle-même une nomination aux Oscars. Mais aucune n'a jamais reparlé de l'autre. Leur lien brisé reste l'un des rappels les plus poignants de l'âge d'or d'Hollywood, que même les amitiés les plus éclatantes peuvent s'effondrer sous le poids du désir et de l'ambition. Rita Hayworth et Orson Welles. Sur le plateau pluvieux de Londres de La Dame de Shanghai, en 1946, Rita Hayworth et Orson Welles ont forgé un partenariat créatif et romantique qui semblait destiné à réécrire les règles d'Hollywood. Hayworth, la déesse de l'amour, venait d'éblouir le public dans Gilda, commandant des salaires de 150 000 $ par film. Welles, toujours auréolé des éloges de Citizen Kane, est arrivé pour réaliser, jouer et coécrire, avec des ambitions aussi imposantes que les quais glissants de pluie qui forment le climax du film. Au fur et à mesure que la production avançait, Welles fut absorbé par un projet parallèle, une adaptation d'Othello motivée par la passion. Pour financer sa vision shakespearienne, il négocia un accord vendant les droits de distribution aux États-Unis de La Dame de Shanghai pour seulement 175 000 $, bien en dessous de sa valeur estimée d'1 million de $. Hayworth, inconsciente de l'accord, est retournée à Los Angeles, s'attendant à des avant-premières triomphales, seulement pour découvrir que les distributeurs hésitaient face à un film qu'ils percevaient comme un risque commercial. Le résultat, La Dame de Shanghai a ouvert avec des critiques tièdes et a rapporté à peine 500 000 $ aux États-Unis. Le déficit financier a heurté la position de Hayworth chez Columbia Pictures. Autrefois la meilleure gagneuse de la société, son salaire avait atteint 200 000 $ en 1947. Elle se retrouvait désormais à négocier des rôles secondaires et à lutter pour retrouver sa position en tête d'affiche. Pendant ce temps, Welles a investi sa fortune personnelle dans Othello, terminant finalement le film en Europe, mais sans jamais récupérer son investissement. Leur mariage a été dissous en 1948 dans l'acrimonie. Hayworth a plus tard réfléchi en disant « J'ai tout donné à cet homme seulement pour voir ma carrière devenir un dommage collatéral. » Leur rupture a résonné à travers Hollywood. Les dirigeants des studios ont cité la mauvaise performance de La Dame de Shanghai comme justification pour mettre Hayworth de côté, au profit de jeunes talents comme Ava Gardner. Welles, autrefois prodige, est devenu célèbre pour ses financements erratiques et ses projets inachevés. Des décennies plus tard, les biographes noteraient que leur brève union a produit 2 chefs-d'œuvre, l'un vénéré, l'autre critiqué, mais a laissé 2 brillantes carrières à jamais transformées, Harold Lloyd et Hal Roach. Dans la frénésie de l'ère du cinéma muet des années 1910 et 1920, le comédien Harold Lloyd et le producteur Hal Roach ont formé un partenariat qui a défini la comédie physique. Leur premier court-métrage, Over the Fence, en 1917, a introduit le personnage de Monsieur Tout-le-Monde de Lloyd et le talent de Roach pour l'efficacité de la production. Au cours de la décennie suivante, ils ont sorti plus de 152 vraies comédies avec les acrobaties audacieuses de Lloyd, escaladant des gratte-ciel et se balançant depuis des cadrans d'horloge, attirant des foules qui ont propulsé les revenus annuels de Roach Studios à plus de 2 millions de $ d'ici 1925.
Derrière les rires, cependant, des tensions financières se formaient. Lloyd, qui à la fin des années 1920 gagnait 150 000 $ par long métrage, commença à peur, insistant pour une participation au profit qui reflétait son attrait au box-office. Roach, conscient des frais généraux croissants et de la grande dépression imminente, a résisté, citant les salaires des studios qui avaient gonflé jusqu'à 200 employés. Les lettres de Lloyd à son agent révélaient une frustration croissante. « Je porte ces films sur mes épaules. Je mérite plus qu'un cachet fixe », écrivait-il en juin 1930. La rupture survint en octobre 1930 lorsque Lloyd annonça qu'il formerait Harold Lloyd Productions, laissant Roach Studios sans sa vedette principale. Leur séparation fut abrupte. Roach intenta une poursuite pour rupture de contrat, alléguant que Lloyd avait violé une clause d'exclusivité. Le procès a été réglé à l'amiable, mais le mal était fait. La nouvelle société de Lloyd a produit Welcome Danger et Feet First, avec un succès modéré, mais manquait du pouvoir de distribution de Roach. Roach Studios, privé de sa principale attraction, s'est concentré sur des comédies d'ensemble et les talents émergents de Laurel et Hardy. Malgré des propositions occasionnelles, Roach a invité Lloyd à reprendre son rôle dans un caméo pour Hollywood Party. Lloyd a refusé. Ils n'ont plus jamais collaboré. Dans les années suivantes, Lloyd a reconnu le mentorat de Roach, mais a déploré que l'argent ait creusé un fossé là où l'amitié se trouvait autrefois. Roach, dans des interviews avant sa mort en 1992, parlait affectueusement du génie de Lloyd, mais admettait que la fierté et l'argent avaient mis fin à un beau partenariat. Elia Kazan et Marlon Brando. Lorsque Elia Kazan a dirigé Marlon Brando dans un tramway nommé Désir en 1951, la collision entre la vision intransigeante de Kazan et le magnétisme brut de Brando a transformé le jeu d'acteur américain. L'interprétation de Brando dans le rôle de Stanley Kowalski lui a valu une nomination aux Oscars et a lancé une carrière qui s'étendrait sur 5 décennies. Derrière les acclamations, un lien personnel profond s'est formé. Kazan a mentoré Brando, et Brando avait une confiance implicite dans les conseils de Kazan. Cette confiance s'est brisée en 1952 lors des purges de l'ère McCarthy. Kazan, assigné à comparaître par la Commission des activités anti-américaines de la Chambre, a dénoncé 8 collègues comme sympathisants communistes, y compris d'anciens associés de l'acteur studio. Brando, sous la pression du studio pour prouver son patriotisme, a regardé le témoignage de Kazan, diffusé en direct à la télévision nationale. Il a ensuite confié à des amis que, quand Elia a prononcé ces noms, il a emporté ma confiance. Leur séparation professionnelle fut rapide. Brando refusa de travailler à nouveau avec Kazan, déclinant l'offre du réalisateur de le faire jouer dans Sur les quais, un film qui valut à Kazan son 2e Oscar et dont le rôle principal était initialement destiné à Brando. Pendant ce temps, la carrière de Brando a décollé avec L'équipé sauvage et Le parrain, mais il n'a jamais oublié la trahison perçue. Dans une interview en 1976, il a décrit Kazan comme un homme qui a échangé ses amis pour des faveurs politiques. Kazan, pour sa part, a défendu ses actions comme étant nécessaires pour protéger sa famille et sa carrière. Dans ses mémoires de 1988, A Life, il a écrit que donner des noms me hantait chaque jour. Pourtant, il n'a jamais présenté d'excuses à Brando. Lorsque Kazan a reçu un Oscar d'honneur en 1999, Brando a refusé d'assister à la cérémonie. Walt Disney et Ub Iwerks. Bien avant que la silhouette de Mickey Mouse ne devienne une icône mondiale, Walt Disney et Ub Iwerks étaient 2 jeunes animateurs à Kansas City, dessinant des folioscopes à la lumière de la lampe. Leur collaboration a donné naissance à Plane Crazy et à l'incontournable Steamboat Willie, avec Iwerks animant plus de 90% des premiers mouvements de Mickey. Le succès de ces courts-métrages a transformé le jeune studio Laugh-O-Gram de Disney en le géant hollywoodien connu aujourd'hui sous le nom de The Walt Disney Company. Malgré cela, Iwerks restait avec un salaire fixe de 75 $ par semaine, tandis que la rémunération de Disney augmentait parallèlement à la fortune du studio. Dès 1930, lorsque les marchandises Mickey seules généraient 500 000 $ par an, Iwerks n'avait pas encore vu de bonus ou de crédit au-delà de son rôle d'animateur supplémentaire. Les tensions ont culminé lorsque Disney a refusé la demande d'Iwerks pour le statut de cofondateur et la participation aux bénéfices. Blessé et sous-estimé, Iwerks quitta en décembre 1930 pour fonder Iwerks Studio avec le soutien financier de Pat Powers. Iwerks Studio produisit des courts-métrages, Technicolor notables et des travaux d'effets spéciaux, mais manquait des canaux de distribution de Disney. En 1936, le studio fit faillite et Iwerks retourna chez Disney, cette fois en tant qu'artiste d'effets spéciaux salarié. Bien que les 2 hommes aient collaboré sur des innovations telles que la caméra multiplane, leur amitié personnelle ne s'est jamais rétablie. Iwerks a plus tard réfléchi en disant « Nous n'avons jamais reparlé de ces premiers jours », tandis que les lettres privées de Disney n'évoquent jamais Iwerks au-delà des mémos techniques.
UbiWorks est mort en 1971, Walt Disney en 1976. Leurs héritages entrelacés perdurent dans chaque image de film d'animation. Pourtant, là, le silence entre eux rappelle que les partenariats créatifs peuvent échouer lorsque la reconnaissance et la récompense sont déséquilibrés. Mais quelle trahison pensez-vous être la plus dévastatrice? Votez dans les commentaires et dites-nous si vous survivriez dans un monde où la loyauté a un prix et où l'addition